Quand ta grand-mère commence à te parler de crypto-monnaie et que ton plombier aussi a acheté du bitcoin récemment, en général c'est le moment où il faut commencer à vendre ses bitcoins et se méfier. Bonjour à tous, c'est Finwave, bienvenue dans ce nouvel épisode de Flash Markets, la revue hebdomadaire de marché qui vous permet de rester connecté aux actualités des marchés boursiers et puis prendre une perspective supplémentaire, un avis supplémentaire pour pouvoir prendre de bonnes décisions pour votre portefeuille. C'est passé beaucoup de choses sur les marchés cette semaine, notamment en lien avec les droits de douane de Trump, et on va en parler ensemble aujourd'hui. On s'en rappelle, Trump, dès le 23 mai, a menacé d'imposer un tarif douanier de 50% sur les importations en provenance de l'Union européenne, puis il a ensuite opéré un recul stratégique en reportant l'application au 9 juillet. En parallèle, il a continué les négociations avec des pays comme l'Angleterre ou la Chine et également l'Inde, et les tarifs douaniers initiaux se sont rabaissés au fur et à mesure des négociations. Évidemment, les discussions sont toujours en cours. La semaine prochaine, Trump a annoncé des discussions avec la Chine à Londres, alors même qu'il avait déjà entrepris de premières négociations en Suisse. Donc on voit bien finalement que c'était un petit peu ce que j'avais expliqué les dernières vidéos, c'était ma théorie, c'est-à-dire que Trump bluffe tout simplement, il utilise des techniques bien connues en négociation pour pouvoir obtenir ce qu'il souhaite et rehausser la balance commerciale des États-Unis. Mais malgré cela, même après les négociations, on devrait quand même avoir des tarifs, notamment sur l'acier ou l'aluminium, qui sont beaucoup plus élevés qu'avant crise. Aujourd'hui, effectivement, ce sont majoritairement les tarifs sur l'acier et l'aluminium qui sont appliqués, et tous les autres produits et services sont encore en cours de négociation avec les différents pays. Et même si les tensions se calment, l'OCDE alerte quand même sur une hausse de l'inflation avec une prévision à 3,9% et donc un ralentissement potentiel de l'économie américaine. Sur les marchés, on voit bien l'impact des news récentes. On a un VIX qui est en baisse extrêmement élevé. On voit qu'on est en dessous des 20, alors que pendant la crise, on était monté carrément à une bonne valeur de... Alors que pendant la crise, on était monté à 52,32, ce qui est vachement élevé historiquement. Et la valorisation du SP500, donc l'indice majeur de l'économie américaine qui représente donc la bourse américaine, a repris des couleurs et est quasiment revenu au niveau pré-crise et à une vitesse très très élevée, avec d'ailleurs une croissance comme on le voit qui est une croissance durable, parce que on a des mouvements haussiers, puis des petits retracements, des mouvements haussiers, des retracements, et globalement on a vraiment une croissance haussière qui montre que au fur et à mesure du temps, les gestionnaires de portefeuille prennent tour à tour à nouveau confiance dans l'économie américaine et réduisent en fait leur stratégie de protection contre le risque, puisqu'ils pensent que finalement Trump effectivement utilisait ce qu'on appelle une stratégie de taco trade, comme diraient les analystes. Ça signifie en fait threaten, announce, cancel and offer. En gros, c'est une technique de négociation bien connue qui consiste à menacer, puis annoncer des mesures concrètes suite à la menace, ensuite revenir sur sa décision comme par hasard, et puis accepter une offre plus basse mais proche de ce qu'on voulait initialement. Et c'est exactement ce qu'a fait Trump. Il veut rehausser la balance commerciale des États-Unis qui est en déficit. Il y a beaucoup plus effectivement d'importation que d'exportation dans la balance commerciale des US, et donc il veut augmenter les tarifs douaniers tout simplement afin que des entreprises étrangères viennent s'installer aux États-Unis ou que des entreprises américaines existantes proposent des prix plus compétitifs, car les entreprises extérieures souffrent de droits de douane qui vont répercuter dans le prix proposé à leurs clients. Et donc du coup, les entreprises américaines deviennent beaucoup plus compétitives pour vendre aux consommateurs américains. Donc finalement, ces annonces initiales, elles ont fait très peur au marché, parce qu'elles étaient effectivement délirantes. On était sur des taux de frais de douane à 100%, voire même plus, ce qui est totalement insensé d'un point de vue économique, ce qui aurait été en réalité désavantageux pour tous les partenaires commerciaux. Et donc même si ça paraissait délirant, ce qu'a fait la smart money, donc les gestionnaires de portefeuille qui font le marché, c'est de vendre tout simplement des actifs, parce qu'on ne sait jamais. Si ça se trouve, on tombe sur peut-être qu'on est actuellement face à un président qui est complètement fou. Donc le rôle en fait des gestionnaires de portefeuille, c'est de délivrer une performance chaque année, et donc il vaut mieux parfois juste moins perdre que les autres. Donc ils vont avoir tendance à vendre, quelle que soit finalement la réalité derrière, puisqu'il y a un risque, et ce risque il faut le prendre en compte. Et donc voilà, à mesure que ce risque a été de plus en plus perçu comme moins élevé, la smart money, à l'inverse, comme vous le voyez, on a eu une baisse décrescendo comme ça, progressive, et on a eu une hausse progressive à nouveau qui montre un
regain de confiance graduel. Je vous avais proposé que suite à la cassure de ce niveau important, qui était un pullback pendant la tendance baissière, on aurait une forte probabilité de reprise haussière. Je maintiens cette vision. D'ailleurs, on est venu, comme par hasard, de manière chirurgicale, revenir sur ces niveaux-là avant de repartir à la hausse. Donc moi, vraiment, je vois une structure qui est très positive là. Le développement en fait du mouvement du prix, le chemin que prend le prix, parce que la direction c'est bien, mais il faut regarder le chemin aussi que prend le prix. Donc pour moi, je vois clairement les marchés reprendre des couleurs à moyen terme là sur la prochaine année. Et donc on était effectivement probablement sur une crise artificielle, c'est-à-dire basée tout simplement sur des paroles et pas sur une crise systémique qui serait induite par une erreur des régulateurs, une erreur des banques ou alors une erreur d'une entreprise qui a eu un impact fort sur l'économie. Malgré cette vision que je vous formule, il faut quand même garder en tête que l'incertitude reste présente, comme l'OCDE l'a montré, comme je vous l'ai expliqué juste avant, avec son avertissement sur l'économie américaine. Et par ailleurs, ce qu'il faut également regarder, c'est la courbe des taux. La courbe des taux sur les obligations d'État américaines à court, moyen et long terme. En fait, ce qu'on constate ici, finalement, c'est que les taux à court terme sur les obligations d'État américaines sont plus élevés qu'à moyen terme. Alors que normalement, on devrait s'attendre selon les théories économiques classiques et les comportements qu'on voit d'ailleurs de manière en temps tout à fait normale, si je vous le montre ici, ce serait plutôt une courbe qui ressemblerait à ça, c'est-à-dire que les taux obligataires, donc sur les obligations d'État américaines, sont plus faibles à court terme et deviennent de plus en plus élevés à moyen et long terme. Et ça, c'est tout à fait compréhensible. En fait, on considère, et les investisseurs considèrent, que plus l'horizon d'investissement, c'est-à-dire moi, j'achète une obligation d'État américaine, par exemple, à 20 ans, eh bien, j'ai beaucoup plus de risques qu'à 20 ans que l'État américain ne me rembourse pas ce que je lui ai prêté, que j'ai de risques à, par exemple, 1 mois ou alors à 3 ans d'échéance. Donc ça explique que derrière les investisseurs demandent un taux d'intérêt de rémunération plus élevé à long terme par rapport au court terme. Donc ça, c'est un comportement qui est tout à fait normal et qu'on remarque en temps normal. Alors qu'ici, on a une inversion en fait de la courbe des taux qui nous montre du coup que le risque perçu sur l'économie à court terme est beaucoup plus élevé que le risque perçu à moyen terme. Donc ça nous montre que l'incertitude à court terme reste quand même très élevée et ça se comprend très bien parce qu'on voit que Trump prend des décisions qui sont toutes différentes les unes des autres une semaine sur l'autre. Et donc ça, c'est un très bon indicateur aussi de l'incertitude de marché, l'inversion de la courbe des taux obligataires. Le marché obligataire, il est souvent mis de côté d'ailleurs parce que le marché action est le plus médiatisé et le plus rémunérateur. Et pourtant, le marché obligataire, il agit souvent comme un indicateur en avance pour mesurer le futur d'une économie et pour mesurer l'avis qu'ont les investisseurs et les acteurs majeurs du marché sur le futur d'une économie. De manière générale d'ailleurs, pour bien analyser les marchés financiers et le marché action en particulier, je pense qu'il faut s'intéresser à l'ensemble des sources d'informations, c'est-à-dire à tous les marchés financiers et les informations et les indices qu'ils nous donnent, parce qu'il y a beaucoup d'interactions entre ces différents marchés et donc des impacts entre les uns et les autres qu'il est intéressant d'analyser. Au-delà du SP500, qui représente bien sûr l'économie américaine comme un flagship, le Nasdaq 100, lui, il tient bon aussi. Il est quasiment remonté à ses niveaux précédant la crise comme le SP500. Et ça s'explique notamment en raison de la faible présence des entreprises qui sont fortement impactées par les droits de douane, puisque le Nasdaq 100 concentre majoritairement des entreprises de la tech, et donc des entreprises qui n'ont pas des chaînes d'approvisionnement internationales, qui n'utilisent que peu des matières premières qui peuvent venir de pays étrangers. Et donc c'est tout à fait normal qu'on perçoive une reprise haussière beaucoup plus fulgurante sur un indice contenant des entreprises de la tech. Par contre, et c'est là qu'on voit que les marchés sont très efficients, c'est-à-dire qu'ils donnent un prix juste aux entreprises à un instant T. Le Dow Jones Industrial Average Index, un indice américain qui va concentrer plutôt des entreprises matures et industrielles, eh bien lui, il montre que ces entreprises ont quand même beaucoup plus de mal à revenir sur les niveaux précédant la crise, comme on le voit. Là, on est encore assez loin finalement des niveaux pré-crise, et c'est tout à fait normal à nouveau, puisque les négociations sont toujours en cours, et les négociations portent sur des entreprises qui souffrent de ces différences de prix avec des fournisseurs internationaux sur des matières premières telles que l'acier, l'aluminium ou alors les terres rares. Idem pour le Russell 2000, alors là c'est encore pire. Le Russell 2000, c'est un indice, pour ceux qui ne le savent pas, qui concentre des petites et moyennes capitalisations américaines, donc des entreprises finalement qui ont une marge de manœuvre en termes de prise de décision qui est beaucoup plus faible, et donc ces entreprises à nouveau elles ont du mal à reprendre, puisque forcément elles ont une difficulté à s'adapter rapidement aux changements de fournisseurs pour aller justement chercher un fournisseur peut-être américain qui serait favorisé par la politique de Trump actuellement en défaveur d'un fournisseur qui historiquement était plutôt international, chez qui maintenant
les prix sont tout à fait aberrants puisqu'on y applique automatiquement des frais de douane très élevés. Donc cette difficulté de manœuvre qui est finalement endémique à ces entreprises, eh bien ça rend beaucoup plus incertain leur perspective de revenus futurs et c'est donc pour ça que leur valorisation a un peu plus de mal à décoller. Côté marché européen, par contre, et c'est là que ça devient intéressant, la reprise est vraiment très positive. On a une structure en V, ce qui montre que la baisse a certes été très rapide, mais que la hausse suite à la baisse pour une reprise haussière a été tout autant rapide. C'est très bon signe pour l'Europe, hein. Ça signifie que l'Europe est peut-être en train de changer de paradigme, puisqu'elle est capable de s'extrapoler un peu plus des impacts de l'économie américaine, notamment en allant peut-être chercher des clients qui sont à l'extérieur des États-Unis, et également ça montre sa capacité à se défendre correctement vis-à-vis d'une agressivité américaine qui précédemment pouvait peut-être paraître un petit peu difficile à surmonter. On sait très bien que les États-Unis ont toujours eu un soft power très puissant en Europe, notamment en France, et ont d'ailleurs obtenu de nombreuses reventes de fleurons français qui ont forcément affaibli le tissu économique français notamment. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un réveil en Europe, en tout cas d'une partie des politiques européens, sur l'indépendance vis-à-vis des États-Unis. Et donc voilà, cette valorisation, puisque les marchés boursiers, mine de rien, valorisent toujours très bien ce qui se passe. La valorisation des marchés européens, elle suit un petit peu ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire cette capacité donc des États européens à produire une résilience vis-à-vis des États-Unis qui est de plus en plus forte. Au final, même si cette crise n'est pas encore terminée, elle aura été très rapide et artificielle, parce que pas basée sur une catastrophe systémique comme les subprimes, mais sur des annonces d'un président dans un but de bluffer pour négocier. Mais puisque la smart money réagit à tout et de plus en plus, parce que son pire ennemi c'est le risque non contrôlé, ce genre d'annonce peut provoquer effectivement des mouvements très violents comme on l'a vu. Et donc ça c'est une très bonne leçon sur le fonctionnement des marchés aujourd'hui où justement les données sont de plus en plus disponibles, les marchés ont tendance à réagir de plus en plus vite. Mais d'un autre côté, ce qui peut être dit de ce genre de mouvement, c'est que si vous avez compris le fonctionnement justement de la bourse en vous tirant des conclusions de ce genre d'expérience sur les marchés et que vous avez compris comment fonctionne la psychologie humaine, vous pouvez survivre à ce genre de crise et de krach boursier. En fait, la question finalement, c'est pas est-ce que je peux prédire la prochaine crise? Parce que spoiler, c'est très très difficile. La question, c'est plutôt comment est-ce que je réagis face à une crise et comment est-ce que je fais pour profiter d'une crise plutôt que de la subir. Et pour ça, il y a un nombre d'indicateurs et de signaux qui permettent de savoir si on se trouve effectivement à un instant T dans une zone d'opportunité historique pour acheter des actifs à rabais. J'en ai déjà parlé, mais le VIX est un indicateur effectivement très intéressant. Vous le voyez, historiquement, quand il a un niveau très élevé, on se retrouve toujours dans des zones d'achat historiques. On l'a vu ici pendant la crise du Covid, on l'a vu juste ici pendant la crise des subprimes. Vous voyez, le VIX a toujours une valeur extrême à ces moments-là, donc qui signifie que la peur sur les marchés est très élevée, mais également pendant la bulle internet où on était au niveau des 40. Enfin, vous voyez, quand il y a des spikes comme ça, en général, quand ça sort de la moyenne, il faut se méfier et il faut suivre de très près l'évolution de la peur sur le marché. Vous avez évidemment tout un tas d'autres indicateurs qui à long terme sont très fiables, comme le RSI, la courbe des taux, comme je vous l'ai présenté et introduite avant, et également le drawdown. Donc ça, c'est finalement la baisse depuis le sommet précédent. Donc là, par exemple, pendant la crise des subprimes, on a totalisé moins 53%. Quand on arrive au-delà de 30% historiquement de drawdown, en général, on est en crise historique. Et ce qui est important aussi, c'est d'analyser finalement ce qui s'est passé précédemment. Et vous le voyez bien, si vous comprenez un petit peu et vous prenez un peu de perspective sur le passé, évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais l'histoire a quand même tendance à se répéter parce que les humains font toujours les mêmes erreurs et l'économie est cyclique. Et donc, ce que vous constatez ici, notamment sur ce très bon tweet qui a fait un travail intéressant, c'est que non seulement les marchés haussiers, donc qui sont représentés en bleu, durent beaucoup plus longtemps que les marchés baissiers qui sont représentés en orange, et vous avez une idée à nouveau finalement des chutes, les max drawdown les plus importants, et vous voyez qu'on oscille en général autour de 30 à 35% finalement en moyenne. Donc si jamais vous avez une crise, un krach boursier dans lequel vous commencez à tomber dans ces niveaux de drawdown par rapport au sommet, c'est déjà un indicateur également intéressant en plus du VIX et de tous les autres dont je vous ai parlé. Et donc vous ne pouvez effectivement pas prédire les crises, c'est très difficile, mais vous pouvez les détecter, et ensuite quand vous savez que c'est une crise historique et que derrière on a toujours des marchés haussiers qui durent plus longtemps, qui vont arriver à un moment ou à un autre, vous pouvez vous dire que c'est une très bonne zone d'achat et vous pouvez commencer à sortir un billet pour venir augmenter votre performance à long terme en profitant de ces crises.
Petit zoom désormais sur le marché crypto. Comme on l'a vu, le Bitcoin a atteint un plus haut autour de 112 000 $ et se trouve quand même bien avancé dans son cycle haussier avec 1, 2 et 3 belles continuations haussières. Si je me mets en historique daily, on retrouve effectivement un retracement actuellement sur le Bitcoin, ce qui est assez compréhensible. En fait, c'est un marché qui est fortement manipulé. À chaque mouvement haussier, de nombreux particuliers vont parier sur la continuation haussière du Bitcoin avec de l'effet de levier, c'est-à-dire qu'ils vont emprunter en fait encore plus d'argent qu'ils n'ont pour investir. Et on voit bien que l'indicateur de sentiment de marché récemment présente, comme vous le voyez, le Fear and Greed Index de la cupidité des investisseurs actuellement sur le marché. On n'est pas du tout dans de la peur, on n'est pas du tout neutre, on est vraiment dans de la cupidité. Et le nombre d'oppositions justement a augmenté récemment. Quand les investisseurs particuliers commencent à utiliser trop de leviers et sont trop greedy, donc trop cupides, ce que va faire la smart money sur ce marché, donc la smart money sur ce marché, c'est les hedge funds, des fonds spéculatifs qui profitent en fait de la non-régulation de ce marché pour le manipuler. Ce qu'ils vont faire, c'est purger les positions ouvertes par les particuliers en faisant chuter légèrement le prix comme on le voit ici, ce qui va créer en fait une cascade de vente parce que ceux qui ont acheté en effet de levier ici, ils vont devoir liquider leur position pour rembourser la plateforme qui leur a emprunté de l'argent. Et derrière, qui dit une liquidation d'un achat dit une vente, donc ça crée une cascade baissière qui permet aux fonds hedge fund de racheter du Bitcoin à la baisse et donc derrière ensuite de relancer la continuation haussière dès que c'est terminé. Et bien sûr, en parallèle, les hedge funds ont shorté le marché, c'est-à-dire qu'ils ont parié à la baisse à mesure qu'ils l'ont provoqué, ce qui permet en fait à la fois de profiter de la tendance haussière générale pendant le cycle haussier du Bitcoin sur leurs avoirs en Bitcoin qu'ils gardent de côté, et en plus de ça, bénéficier finalement sur des petits mouvements de résultats supplémentaires en manipulant le marché, en allant liquider les investisseurs qui sont inexpérimentés et qui cherchent de l'argent rapide en utilisant de l'effet de levier. Restez donc très vigilants sur le marché crypto, c'est pas un conseil en investissement, mais j'entends actuellement beaucoup parler de la crypto-monnaie autour de moi, de la part de gens qui en général s'intéressent pas beaucoup au marché financier en général. On a déjà eu plusieurs mouvements haussiers, comme j'ai pu vous le montrer avant, 1, 2 et 3 belles continuations haussières. On a un sentiment de marché qui est dans la cupidité. On a également la Bitcoin Rainbow Chart qui en général a donné de belles indications, qui se trouve actuellement par rapport au niveau de prix récent dans la phase hodl, donc finalement on est quasiment dans la phase de bulle, qui est la phase orange, donc ça aussi c'est un signal dangereux. Donc personnellement je n'achète pas de Bitcoin à ces niveaux là, certainement pas. La patience est clé et il vaut mieux attendre un nouveau marché baissier pour pouvoir acheter en masse et vous vous en remercierez beaucoup plus. Mais voilà, c'est pas un conseil en investissement, ce n'est que mon avis personnel, mon approche, et vous êtes libre bien sûr de vous en inspirer ou non. C'est désormais le moment de l'action de la semaine. Comme promis, chaque semaine on analyse une entreprise pour vous donner une perspective supplémentaire sur une action qui pourrait ou non constituer un investissement fructueux à horizon 3 à 5 ans. Cette semaine, on va analyser ensemble l'action Berkshire Hathaway, la fameuse action de l'entreprise qui a été cofondée par Warren Buffett et Charlie Munger. Pour ceux qui ne sont pas au courant de l'existence de cette entreprise, c'est un conglomérat américain qui est fondé à l'origine comme une entreprise textile, mais qui est devenu l'un des plus grands groupes d'investissement au monde sous la direction donc de Warren Buffett. Ce qui me fait assez rire d'ailleurs, c'est que les gars n'ont vraiment pas le temps, c'est-à-dire qu'ils ont absolument pas de site internet, ils ont que du temps pour faire du business et délivrer de la performance aux actionnaires. Comme vous le voyez ici, leur site internet est très très simple, vous allez cliquer sur n'importe quel des liens et c'est vraiment très très simple. D'ailleurs récemment, Warren Buffett a annoncé vouloir passer le flambeau à Greg Abel en fin 2025 pour qu'il devienne le PDG de l'entreprise à la place de Warren Buffett. Et ce dernier d'ailleurs est très compétent, il a une éducation qui est tout à fait brillante. Il est passé par un certain nombre de postes, que ce soit de l'audit financier et la direction d'entreprises fructueuses. Et il est actuellement PDG de Berkshire Hathaway Energy, donc qui est une des filiales de l'entreprise Berkshire Hathaway. Donc il sait de quoi il parle, il ne sort pas de nulle part, il vient déjà de l'interne. Le groupe, il possède d'ailleurs plus de 60 filiales opérationnelles avec des secteurs d'activité principaux comme l'assurance, l'énergie et les infrastructures, le transport ferroviaire et bien entendu les investissements financiers, puisqu'une des activités principales de Berkshire Hathaway, c'est d'investir dans des sociétés qui vont délivrer de la performance à long terme sur les marchés financiers. Donc finalement, c'est une entreprise qui est très particulière puisqu'elle est diversifiée en termes de secteurs d'activité, ce qui lui donne une résilience qui est plutôt forte à long terme. Et en plus de cela, c'est un investissement. En plus de cela, c'est un fonds d'investissement majeur dans le monde qui prend de très bonnes décisions historiquement. Et d'ailleurs, ce combo a permis à l'entreprise de détenir une trésorerie massive d'environ 348 milliards de dollars. Cette trésorerie, elle va permettre donc à la fois de pouvoir investir massivement dans des entreprises prometteuses et rapidement, et puis aussi de garantir une bonne liquidité et une bonne solvabilité dans
le but soit de financer des projets d'innovation ou alors d'aider aussi les filiales qui pourraient être en difficulté si besoin, par un système de cash pooling. Alors justement, la question que vous pourriez vous poser, c'est est-ce que tout ce que je viens de vous expliquer, ça se justifie et ça se vérifie graphiquement? Eh bien, spoiler, oui, comme vous pouvez le voir. Il faut savoir qu'il y a un indicateur fortement utilisé dans la gestion de portefeuille en finance de marché qui s'appelle l'Information Ratio, et il permet en fait de savoir si la performance d'un gestionnaire de portefeuille est bonne et surtout si elle est durable. Vous l'affichez ici juste pour rigoler, mais globalement, d'un point de vue graphique, on voit que le travail de Warren Buffett et Charlie Munger a porté ses fruits depuis très longtemps, puisque la courbe est vraiment croissante de manière graduelle. Leur Information Ratio, finalement, il est très élevé parce qu'ils n'ont pas délivré une performance significative sur quelques années seulement, mais sur des décennies entières. Ce qui veut dire que leur performance est durable, donc il y a de fortes probabilités que ça continue. Et en plus de délivrer une performance qui est tout à fait satisfaisante et durable à long terme, cette performance, elle est largement supérieure à la performance du SP500, comme vous le voyez ici. On a une différence de facilement 1200% depuis 1996, ce qui est absolument drastique. Donc c'est clairement une entreprise qui pourrait être intéressante à détenir en portefeuille si vous ne souhaitez pas investir dans des ETF largement diversifiés. Le seul bémol à la limite que je peux voir, c'est la succession éventuellement de Warren Buffett par un nouveau PDG, puisque celui-ci devra faire ses preuves et malgré son passé plutôt brillant, on ne sait pas encore véritablement s'il va être capable de suivre ce que Warren Buffett a réalisé. Et par ailleurs, si vous aimez les dividendes, ça aussi c'est un bémol, cette action n'en délivre pas. Donc si vous appréciez avoir un rendement qui vous est versé chaque année et pas un rendement en capital qui est débloquable au bout d'un certain nombre d'années dès que vous souhaitez vendre vos plus-values, eh bien voilà, c'est pas une entreprise qui va vous permettre de générer des dividendes. Tout ce qui vient d'être annoncé, évidemment, n'est pas un conseil en investissement, il faut le répéter, mais il faut avouer également que je pense qu'il y a de fortes probabilités quand même que cette action continue ainsi à moyen terme. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était Finwave. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la situation actuelle sur les tarifs douaniers de Trump. Est-ce que vous pensez également comme moi que le marché va reprendre des couleurs de manière plus durable, ou est-ce que vous pensez que le risque est encore beaucoup trop présent pour que ça continue à prendre en valeur? Dites-moi également ce que vous pensez de l'action Berkshire Hathaway en tant qu'investissement à moyen long terme. En attendant, je vous souhaite de réussir dans vos investissements et de faire très attention aux risques qui existent sur les marchés financiers. Je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à très bientôt. Ciao!